Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, il est 18h et quelques, nous sommes le 25 janvier 2026 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live consacré à l'économie, au marché, à notre épargne, à l'investissement et à notre argent de manière générale. Je suis Mathias Bacchino, je suis Senior Advisor chez Trade Republic, la néobanque. Je suis l'auteur de Prenez votre argent en main que vous voyez derrière moi et très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau live. Alors, je vois déjà pas mal de messages qui remontent sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter. Bonsoir, bonsoir. Salut Louis. Salut Nico Baby. Salut Tommy du 12. Pat, salut. François, bonsoir. Alors, est-ce que ça marche bien déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? On va vérifier que ça marche bien sur tous les réseaux. Alors, on a l'air d'être bien là. Comme d'habitude, le chat Instagram ne remonte pas malheureusement dans mon outil OBS. Ce soir, c'est tacos. Ouais, très bon. J'aime bien ça. Tacos, c'est pas mal. Donc, on a également pas mal d'actualités à commenter aujourd'hui. On a évidemment le truc de fou de Trump, Groenland, l'Union européenne qui se réveille de ces derniers jours. On a aussi le budget de la France qui a fini par passer avec le 49.3, donc qui a été utilisé par le Cornu pour faire passer son budget. C'est de ça dont on va parler plus en détail. On a aussi évidemment le retour des résultats d'entreprise pour celles et ceux d'entre vous qui me suivez, qui aimaient les entreprises, les actions, la bourse. Il y a beaucoup de retours de résultats d'entreprise. Ce qui, après la période qu'on vient de vivre, qui était quand même très centrée sur la macro, très centrée sur la géopolitique depuis 2 semaines, ça va nous permettre, for sure, Benoît, de remettre des faits, quoi, un peu d'économie là-dedans, puisqu'on va avoir énormément de résultats d'entreprise de nouveau. Donc, on va avoir pas mal d'infos. On a beaucoup de statistiques économiques aussi qui vont sortir. On a eu quelques bonnes nouvelles. Et je vous encourage évidemment à mettre toutes vos questions dans le chat, quelle que soit la plateforme, pour que je puisse remonter. Salut, bonjour à tous sur Instagram aussi. Pour quelqu'un de 15 ans, tu conseilles de faire quoi? C'est une bonne question, mais ça dépend sur quel sujet. Toujours aussi difficile de battre un ETF S&P 500, oui, ça c'est sûr. Merci Jessie, que je suis ravi que mon bouquin t'ait plu. Entreprise de nucléaire canadienne, Cameco, on va en parler. Je ne connais pas Cameco en détail, mais l'énergie de manière générale est vraiment un gros thème de 2026. Ça c'est clair, j'ai d'ailleurs écouté pas mal d'émissions ce week-end, entre autres des émissions économiques, et la question des thèmes d'investissement de 2026 reste quand même assez proche de ce que je vous avais indiqué l'autre jour. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vois que vous êtes tous connectés. On va pouvoir commencer. Et tac. Et cette semaine, donc, je voudrais apporter quelques éléments au début du live avant de passer au thème de la semaine. Donc, d'abord, bon, les news de la semaine passée. Je pense qu'on peut peut-être commencer par ça. Je vous ai préparé aussi la citation de la semaine cette semaine. C'est Tino qui m'en a donné l'idée, parce qu'il fait ça pas mal sur ses réseaux, la citation de la semaine. Les sujets d'actu de la semaine, la news évidemment. J'ai un post aussi, enfin un article qui m'a beaucoup intéressé, que je voudrais vous partager, sur la manière dont les Français se répartissent leur épargne. Toujours un point sur mes outils pour vous aider, et les news de la semaine prochaine aussi. Voilà tout ce qu'on va aborder dans ce live. Qui va commencer par, évidemment, le point de la semaine écoulée. Vous le savez, hein, je le fais pas mal, ce point, avec l'aide de plusieurs outils, entre autres Zone Bourse, donc le point hebdo de l'investisseur, puisque, évidemment, la news de la semaine, c'était très clairement Trump à Davos, la réaction des Européens, tout ce que ça a apporté
au débat cette semaine et le fait que, je ne sais pas s'il est en train de make America great again, notre ami Donald Trump, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de wake up Europe. Il est en train de réveiller l'Europe qui, dans For Sure, ça vous a marqué ça, hein, c'est un truc de fou ça. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, dans le discours qu'il a donné en milieu de semaine à Davos, Macron avec ses lunettes de soleil, dont l'action a pris 40% d'ailleurs le lendemain, a dit à plusieurs reprises dans son speech « for sure ». Et il l'a dit avec un ton particulièrement assuré, avec des lunettes de soleil, enfin bref, un style pas possible. Et donc ça a beaucoup marqué voilà, sur les réseaux. Donc for sure, ça va être le nouveau... ouais, très bon Marvin, prenez votre argent en main, for sure. Allez, donc c'est la news de la semaine, c'est évidemment Trump. Donc... vous parlez de Trump avec deux abréviations rapidement. Trump, c'est soit TACO, soit FAFO. Et la semaine dernière, on a eu les deux. Donc, c'était pas facile d'y voir clair. Donc, TACO. Pourquoi TACO ? TACO parce que Trump always chicken out. Ça veut dire Trump, à chaque fois, annule au dernier moment ce qu'il avait menacé de faire. Voilà. Et là, en l'occurrence, il avait menacé de prendre le Groenland par la force. Il a rassuré tout le monde en disant « je n'irai pas au Groenland par la force ». Il n'avait pas trop le choix de toute façon, puisque les élites américaines ont pété un câble, l'ont menacé de destitution sur les 24 heures qui ont précédé. Donc, par ailleurs, on va en parler, mais il y a les taux américains qui ont vachement monté d'un coup aussi, ce qui lui a mis une pression pas possible, ce qui m'amène à le point que j'ai fait sur plusieurs vidéos cette semaine et qui m'a valu quelques critiques évidemment, c'est de dire Trump n'est pas fou. Ça sert à rien de dire que Trump est fou. Il n'est pas fou. Et TACO, c'est pas non plus une question de ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ses menaces ou je sais pas quoi. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'il négocie. Ce mec, c'est le président des États-Unis, négocie en permanence. Et une de ses techniques de négociation, ça fait 30 ans qu'il en parle, il faut lire ses bouquins, il faut regarder ce qu'il dit aussi, c'est de créer un phénomène de sidération, un phénomène de extrême, de demande complètement dingue, pour que les demandes qu'il a ensuite à faire arrivent plus facilement. Parce qu'en fait, quand tu menaces de tout péter, si à la fin tu demandes juste qu'à ce qu'on bouge les meubles, et ben en fait, on se dit, putain, on a eu de la chance, il voulait tout péter, finalement il veut juste bouger les meubles, c'est moins grave. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet de base. Donc il y a ça dessus, donc TACO. Trump always chicken out. C'est pas ça qu'il faut voir, c'est il négocie. Et là, il négociait l'accès à des ressources énergétiques, l'accès à des bases militaires qu'il est en train d'obtenir pour le Groenland, sans doute plus facilement que s'il avait été plus sympathique dans son approche vis-à-vis des Européens. Donc, TACO. Et sinon, il y a le Trump FAFO, F-A-F-O, pour, pardonnez mon anglais, mais fuck around and find out. Donc, cette expression qui veut dire, si vous me testez, si vous déconnez avec moi, vous allez me trouver. C'est ce qu'il a dit à propos de Maduro, c'est ce qu'il a dit aux Iraniens. Et donc, c'est sa manière de dire, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Et dans la manière avec laquelle il a annoncé qu'il reculait sur le fait de prendre le Groenland par la force, qui était évidemment délirant et très peu probable vis-à-vis ne serait-ce que de son opinion publique, il y a aussi la dimension FAFO. Il dit, le mec, on va pas prendre le Groenland par la force, vous pouvez nous y donner accès et on sera content, vous pouvez refuser et on s'en rappellera. Et ça, c'est fuck around and find out. Donc c'est, si vous déconnez avec nous, si vous jouez pas notre jeu de la négociation sur le Groenland, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi, pour simplifier. Et donc, ça a donné la séquence complètement dingue de la semaine dernière, où plusieurs leaders d'Europe, du Canada, et d'autres leaders américains ont haussé le ton le mercredi et le jeudi, et avec une grosse news positive, entre guillemets, pour les marchés à partir de jeudi, puisque la situation se calme, la négociation avec le responsable de l'OTAN, d'ailleurs même pas avec le responsable de l'Europe, se fait, et on a une accalmie. Donc la semaine dernière, ça a été vraiment ça, et donc on voit que sur la semaine dernière, on a eu un début de semaine qui était vraiment très mauvais, et ensuite ça s'est plutôt bien passé. Le CAC 40 a un tout petit peu reculé de 1,4%, en Europe même pas 1% de baisse, le S&P lui flat, quoi, plat grosso modo,
Et bien sûr, l'euro-dollar qui continue de perdre de la valeur pour le dollar face à l'euro, ce qui est évidemment très mauvais pour Trump parce que sa devise est de plus en plus faible. Donc il y a un moment donné où ça va commencer à lui poser des problèmes en termes de pouvoir d'achat pour les Américains. L'autre côté, c'est que, évidemment, pour les entreprises européennes qui exportent, c'est catastrophique. Et je vous encourage d'ailleurs à aller lire cet article donc dans Investir, que je lis tous les week-ends, hein, vous le savez, Zone Bourse, Investir. Et aussi, d'ailleurs, j'en profite pour vous le glisser, l'émission de Marc Fiorentino, que j'écoute moi en podcast le dimanche matin, mais qui est diffusée tous les vendredis soirs sur BFM Business. C'est votre argent qui est top, voilà, avec des invités toujours de grande qualité. Donc là, il y a cet article sur les entreprises en Europe qui pourraient profiter du fait qu'elles sont faiblement présentes aux États-Unis. Voilà, puisque évidemment, entre les droits de douane et le dollar qui s'affaiblit, c'est de plus en plus difficile pour les exportateurs. Alors, cette vague de stress et d'inquiétude quant au sérieux du président américain, à la solidité de l'économie américaine, elle a déclenché évidemment un plus haut sur l'or, un plus haut sur l'argent. Cette semaine, on a eu aussi donc d'autres éléments très importants sur le platine, je crois, qui ont tapé un nouveau plus haut. Salut Antoine de Maubeuge. Ouais, je vois tous vos commentaires qui remontent. Donc ouais, l'or au plus haut, l'argent au plus haut historique, là aussi. La performance de l'or surprend beaucoup de monde, hein, c'est vraiment délirant, on est quasiment à 5000 $ l'once, sachant que je vous ai il n'y a pas longtemps annoncé qu'on avait franchi les 4000 $, donc c'est assez dingue. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actu de la semaine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a eu évidemment Netflix et Intel du côté des entreprises, hein, l'or et l'argent du côté des valeurs. Ouais, Netflix qui a pris le bouillon, Intel aussi. Et on a eu voilà, beaucoup d'actu de ce côté-là. Alors un point rapide sur les cryptos, puisque le Bitcoin a eu vraiment du mal cette semaine. Tac. Donc les cryptos, c'est en fin de point hebdo sur Zone Bourse. Donc le Bitcoin qui recule de 4,5% cette semaine. On est repassé sous les 90 000 $ à l'heure actuelle, puisque pardon, le Bitcoin cote. On est largement sous les 90 000 $ ce dimanche. On est à 87 800 $. Ce qui est évidemment difficile. La réaction de l'or et du Bitcoin ne sont pas du tout les mêmes à la crise économique actuelle. Et c'est évidemment intéressant de se poser la question de savoir pourquoi et si, oui ou non, un jour, le Bitcoin servira d'actif de réserve ou non, parce que là, pour l'instant, il ne sert pas d'actif de réserve, ça c'est clair, il est plutôt arrangé du côté des actifs considérés comme risqués et qui nécessitent une conjoncture positive pour se développer. Et voilà, donc on a eu 1,4 milliard d'entrées la semaine précédente sur les ETF Bitcoin aux US. Là, c'est 1,2 milliard de sorties cette semaine, ce qui veut dire que les particuliers aussi et les investisseurs ont vendu. Donc voilà, beaucoup d'inquiétudes cette semaine qui s'est quand même bien calmée. Ça a été une semaine de pic. Donc voilà, je vous encourage à regarder aussi. Je voulais montrer l'article d'Investir sur les valeurs qui pourraient profiter d'une accalmie outre-Atlantique. Et on a aussi, donc, qu'est-ce qu'on peut mentionner sur l'actu de la semaine ? Ouais, on va passer au budget bientôt, mais... Donc, on a eu des plutôt bonnes nouvelles. C'est vrai que cette semaine, on a eu plutôt des bonnes nouvelles. Je voulais vous partager aussi cet article. C'était, je crois, le Figaro qui nous disait... Ah ouais, je l'ai plus là. Qui nous disait que donc on a des bons chiffres en France. Voilà, ici c'était les Échos. Début d'année étonnamment rassurant pour l'économie française. Voilà, je voulais vous le signaler quand même parce qu'on parle beaucoup des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des bonnes nouvelles du côté de l'économie réelle, puisque de manière générale, l'économie française est ce qu'on appelle le climat des affaires, c'est-à-dire quand vous interviewez des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des responsables des achats, des directeurs des opérations, que vous leur demandez comment ça va se passer dans les semaines qui viennent, ils vous répondent ça va plutôt aller mieux, ça va plutôt aller moins bien. Et là, en l'occurrence, ça s'améliore depuis 4 mois, malgré les faiblesses fondamentales de l'économie française.
Voilà, on irait vers une croissance de 1% en 2026, qui est évidemment très faible. On a des commentaires plutôt positifs. Le climat des affaires, vous le voyez, s'améliore, surtout dans l'industrie. Et ça, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être ce dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, les prémices d'un impact positif du plan de relance allemand, puisqu'il est évident que ce n'est pas l'État français qui va relancer l'industrie en Europe. Et donc, les Allemands, eux, vont investir. Donc, a priori, on serait sur une période plutôt d'amélioration du contexte économique. Voilà, je voulais vous en parler. Aux États-Unis, les bonnes nouvelles, eh bien, ça a été principalement donc que la croissance du PIB américain, c'est-à-dire la richesse produite par les États-Unis, a continué d'accélérer à la hausse au 3e trimestre. On était à plus 4,4%, évidemment. Alors ça fait rêver par rapport à nos 1% de croissance chez nous. Au 4e trimestre, on est attendu à plus 5,4%. Et l'inflation, dont les chiffres américains pourraient ne plus être tout à fait fiables, et ça c'est très inquiétant évidemment. Je l'ai écouté dans pas mal de commentaires ces derniers jours. L'inflation, elle, serait plutôt stable, voilà, et reculerait même à 2,7% par an. Donc des données plutôt positives, et pour l'économie américaine et pour l'Europe de manière générale, et une accalmie géopolitique, voilà, globalement, ces derniers jours. L'or et l'argent qui ont quand même fait des plus hauts historiques parce que la confiance dans le dollar, elle continue de reculer. Je vous en ai parlé. Et Netflix et Intel qui ont galéré la semaine dernière. Netflix parce que Netflix est en pleine transformation et pour se transformer, a besoin d'investir beaucoup d'argent. Et donc, les actionnaires et les investisseurs de Netflix se demandent si Netflix va pouvoir maintenir sa marge, ses résultats, ses profits, alors qu'elle souhaite investir énormément de, je sais plus, 80 milliards de mémoire de dollars pour Warner Bros. Donc c'est une période difficile de transition pour Netflix. Intel qui n'arrive toujours pas à rassurer, malgré l'actionnariat de l'État américain, qui arrive toujours pas à sortir des bons chiffres malgré sa transformation en cours. Et puis bien sûr la semaine dernière, donc ça c'était un peu la news de la semaine sur les titres, sur les actions, c'est Ubisoft qui perd 40% la semaine dernière, le fabricant de jeux vidéo, le créateur de jeux vidéo dont le titre s'est littéralement effondré la semaine dernière. Nouvel avertissement sur résultat, des jeux annulés, voilà. Donc toujours une situation financière très dégradée pour Ubisoft qui continue de perdre de l'argent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la semaine écoulée globalement. Voilà. Alors, quelques questions. Je regarde dans le chat si vous avez des questions sur l'actualité de la semaine avant de passer au point hebdo sur cette semaine, le focus qui va être mis sur le budget, puisqu'on a enfin un budget pour 2026 pour la France, et donc je voulais vous en décrypter les impacts, for sure. Le nouveau rendez-vous du dimanche soir. Merci Crypto, j'espère que ça va devenir un rendez-vous effectivement et que vous allez être de plus en plus nombreux à ce live, à poser des questions. Dites-moi d'ailleurs, tiens, je vais vous poser moi aussi une question. Vous allez me répondre dans les différents chats, mais vous, quand vous regardez l'actualité, quand vous regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, vous vous dites Trump est fou ou vous vous dites Trump négocie. Voilà. Je suis très curieux d'avoir votre retour là-dessus. Salut Johan, merci pour tes retours. Je suis très heureux que tu fasses ta retraite avec Trade Republic. Très bien. Bon, alors... la vente d'Exaion d'EDF, oui, j'ai vu que ça faisait... c'est une filiale d'EDF qui serait vendue aux États-Unis, mais je ne sais pas si c'est fait ou pas encore. Dites-le moi en commentaire. Salut Tac Tac, la râleuse. J'adore. Allez-vous proposer de la gestion pilotée dans le PEA ? Pas, c'est pas prévu pour l'instant. Non, on n'est pas en train de travailler là-dessus. La gestion pilotée, puisque vous pouvez faire votre propre gestion vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un vrai YouTuber, notre Mathias, nous dit Gaëtan Sarda. Écoute, je sais pas, mais ce que je sais en revanche, c'est que j'adore ça. Et j'adore ça, pas tellement pour le fait de me mettre à l'image, mais j'adore ça parce qu'il y a un échange avec vous qui est extrêmement riche et que moi, ça me permet de voir aussi vos attentes. Enfin, j'adore ça vraiment. Donc, je vais continuer d'essayer de pouvoir avoir les moyens et le temps de vous faire ces lives et pouvoir avancer avec vous.
Karim, j'espère que c'est une blague, qui nous dit « Ma femme m'a quitté parce que j'ai fait tapis notre livret A sur Air Liquide. » Alors, tout mettre ton livret A sur une seule action, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En revanche, je vous encourage à lire l'excellente tribune publiée dans Les Échos par un ancien de la Direction générale du Trésor, Rodolphe Barouk, qui nous a écrit, qui est maintenant à la direction de la stratégie d'une grande banque française, et qui nous a fait une tribune dans Les Échos super sur le problème fondamental que le livret A créait dans l'économie française, parce qu'il n'y a qu'en France que ça existe, le livret A. Donc faire tapis du livret A sur une seule stock, je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Mais par contre, diversifier et sortir un peu du livret A, ça c'est sûr que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bonsoir, mon fils vient d'avoir 18 ans, il veut commencer à investir en bourse. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller aujourd'hui, Daniel ? Daniel sur LinkedIn, eh bien, on peut lui conseiller 1, de lire ce livre, Prenez votre argent en main. 2, de lire les bouquins sur les ETF du prince des ETF, qui est un ami. Il peut lire également le bouquin de Mathieu Louvet, qui est très très bien sur la gestion de ses investissements. Il peut suivre une formation, que ce soit celle de Grégory Guillemin, celle de Mathieu Louvet, il y en a plein. Il peut s'abonner à plein de gens sur les réseaux sociaux. Il y a entre autres toutes celles et ceux que je mentionne dans mon cahier d'activité qui était sorti l'été dernier. Vous avez toute une liste en fait de créatrices et de créateurs de contenu dont vous pouvez, auquel vous pouvez vous abonner. C'est en page 57 du cahier d'activité et je vous le montre là une fois. Ça, vous pourrez faire pause sur la vidéo et essayer de les déchiffrer. C'est toutes celles et ceux que je suis. Et voilà, donc Daniel, voilà ce qu'on peut lui conseiller. On peut lui conseiller de se former à ton fils et comme ça, il saura investir en bourse. On peut l'encourager évidemment à commencer par les ETF qui sont diversifiés et donc moins risqués parce que diversifiés. Alors... Et oui, Naïm, c'est un point essentiel de la question du budget 2026 dont on va parler dans quelques instants. C'est le fait qu'effectivement, le taux à 31,4% de flat tax, donc d'impôt sur les plus-values, concerne aussi les entrepreneurs qui se rémunèrent en dividendes. C'est des centaines de milliers de gens. Donc oui, effectivement, il y a une hausse des impôts pour les particuliers, contrairement à ce que nous disent les parlementaires qui ont voté ce budget ou qui ont fait en sorte qu'il soit adopté. Oui, il y a une hausse de fiscalité du fait de la hausse de la flat tax. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce que vous pensez, Mathias, du discours de Mark Carney, le Premier ministre canadien, et de sa proposition de créer une alliance des puissances moyennes avec l'Europe ? Merci. Alors, ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai regardé avant-hier un super documentaire sur le général de Gaulle et comment la France avait intégré le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc les grandes puissances, plutôt que les puissances moyennes. À l'époque, déjà, la France avait essayé de se faire la porte-parole des puissances moyennes. Donc, je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la France a un truc qui s'appelle la coalition des volontaires, qui est en fait une alliance de puissances moyennes. C'est ni plus ni moins que l'alliance de la France, de la Grande-Bretagne et de quelques autres, et du Canada, par exemple. Donc, la coalition des volontaires, c'est ça. Donc, Mark Carney, il a raison. C'est-à-dire que dans un monde où, de manière évidente, on est face au retour des empires, c'est-à-dire qu'on est face au retour d'une vision du monde qui est une vision relativement agressive, qui est une vision qui n'est pas multipolaire, voilà, où il n'y a pas plusieurs pôles comme ça qui négocient, où tout le monde se met d'accord, etc. On est en train de revenir, il semblerait, dans une période où les empires, donc les grandes puissances, font obéir les moyennes et petites puissances derrière elles, et où chaque moyenne et petite puissance doit choisir son camp. Ça a été le cas dans l'histoire de l'humanité pendant très longtemps, ça s'appelait la guerre froide, entre le bloc soviétique et le bloc américain d'un côté, et les puissances moyennes qui devaient s'aligner derrière. La France, à l'époque, faisait partie des non-alignés. Donc, évidemment, Mark Carney a raison, si on veut être respecté par les très grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, il faut effectivement qu'on affirme notre puissance nous-mêmes. Et pour affirmer notre puissance nous-mêmes comme on est petit, à l'échelle d'un seul pays, il faut faire une coalition. Et en ça, normalement, l'Union européenne, si elle n'était pas aussi dysfonctionnelle, devrait nous permettre d'affirmer cette puissance. Et on a vu d'ailleurs que, sous la pression extrême de Donald Trump la semaine dernière, l'Union européenne a su affirmer une forme de puissance, entre autres avec le MAC, qui était mon poste de la semaine dernière, le mécanisme anti-coercition. Donc moi, je pense que le discours de Carney, il était intéressant. Je pense que celui de Macron aussi était intéressant. Et que c'est bien qu'on ait la possibilité de réaffirmer une forme de puissance.
Je vous rappelle d'ailleurs que ça fait partie des thématiques d'investissement 2026 dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, puisque les entreprises qui permettent la souveraineté européenne, les entreprises industrielles en Europe, les entreprises du secteur de la défense, voilà, beaucoup d'éléments, quoi, de la souveraineté, donc l'énergie aussi, la santé en 2026, voilà, beaucoup d'éléments liés à ce retour des empires et au fait que oui, à mon avis, il faut qu'on ait une coalition des puissances moyennes. Et à ce titre, l'une de mes actus préférées de la semaine prochaine, d'ailleurs, je vous en parlerai en fin de live, c'est bien sûr le deal entre l'Union européenne et l'Inde, puisqu'on s'approche de la signature d'un deal commercial entre l'Union européenne et l'Inde, qui devrait être signé mardi prochain à Delhi. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour l'Europe de pouvoir se rapprocher d'un État-continent comme ça, qu'est l'Inde, avec tout le potentiel économique que ça implique. Donc moi, je suis plutôt... et là, je vais vous donner une citation que le fondateur de Trade Republic m'avait donnée un jour. Il m'avait dit, tu sais, la différence entre du charbon et du diamant. La différence, c'est la pression. C'est pas très marrant, évidemment, mais quand on met de la pression plus forte comme ça fait la différence entre du charbon et un diamant dans les phénomènes géologiques. Et là, il me semble que l'Europe, et le Canada et d'autres, sous la pression de Donald Trump, sous la pression de Xi Jinping, sous la pression de Vladimir Poutine, se renforce un petit peu. Voilà. Donc on a la roadmap pour l'Europe, elle est connue, hein, mais c'est le rapport Draghi. Mais voilà. Mathias, serait-il possible d'avoir le titre du livre de Donald Trump ? Je suis sûr que quelqu'un va vous le mettre en commentaire, mais de mémoire, c'est The Art of the Deal. C'est-à-dire comment on fait un deal, l'art de dealer. Et tout, il me semble, moi, et c'est ce que je vous dis depuis le 2 avril dernier sur Instagram toutes les semaines, je pense que ce président négocie. Voilà. Il essaye de faire des deals. Et dans sa tête à lui, il n'y a rien de choquant à essayer de faire un bon deal pour les États-Unis. Donc voilà, c'est un peu la question. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avant de passer à la question du budget ? Il gère les USA comme une société, nous dit Gaëtan sur YouTube. C'est possible, ouais, c'est possible. Alors, bon, tiens, une question de Takeo qui est intéressante sur YouTube. Salut Mathias, WPEA ou CW8 ? Eh bien, je te renvoie vers Le Prince des ETF et son dernier bouquin sur les ETF 2026, qui est top et que je vous encourage toutes et tous à lire, évidemment, pour bien faire la différence. Mais c'est ce que je vous martèle depuis 3 semaines maintenant, c'est-à-dire 2026, il faut diversifier. Et le MSCI World, ça ne diversifie pas suffisamment, ça c'est clair. C'est bien, mais c'est un bon début, mais ça ne suffit pas comme diversification. Voilà. Salut, nous demande Spire Graffiti. Que penses-tu de l'avenir des ETF au niveau du rendement ? Certains disent que ça va se casser la gueule. For sure. For sure. Donc, alors déjà les ETF, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire, il y a des ETF sur les entreprises agricoles européennes, il y a des ETF avec les 1500 plus grosses boîtes du monde, il y a des ETF avec encore plus, des ETF avec des pays. Donc, on ne peut pas dire les ETF vont se péter la gueule. La question, c'est est-ce que les grands indices boursiers comme le MSCI World, le S&P 500, l'Eurostock 600, le Nasdaq, peuvent, et d'autres, le All World, le FTSE All World, il y en a plein d'autres, peuvent se casser la gueule radicalement ? La réponse est oui, ça peut. C'est-à-dire que s'il y a une crise économique majeure qu'on n'a pas vu venir, ça peut. Est-ce que c'est ce qui est attendu pour l'année 2026 ? La réponse est non. Pour l'année 2026, ce qui est attendu, c'est plutôt une croissance des marchés et sur laquelle il faut diversifier à mort entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. C'est particulièrement important. Je n'ai pas de raison de penser que les grands indices boursiers vont moins bien performer dans les 20-30 ans qui viennent. À ce stade, voilà, il y a une gain de productivité énorme avec l'intelligence artificielle, entre autres. Alors, quel avenir pour les actions Eiffage et Vinci ? Eh bien, probablement un avenir plutôt positif, surtout si elles sont présentes en Allemagne.
Et ensuite, j'ai pas l'info en détail, donc là, je vous encourage. À chaque fois, je vous le dis, tous les dimanches soirs, si vous avez des questions sur des actions en particulier, vous pouvez les poser sur plutôt Twitter ou sur YouTube à Nicolas Chéron. Tous les 15 jours, il fait un live le mardi où il répond, il analyse plein d'actions. Il y a Tino qui fait ça toute la semaine aussi, et le dimanche, c'est la vidéo du week-end qui est top. Donc, utilisez ces ressources. Par ailleurs, avec Trade Republic, on avait l'habitude de faire un format sur Twitter qui s'appelait le forum, où c'était un space avec des experts de l'analyse d'action, où les gens pouvaient venir nous poser des questions en direct. Et mon petit doigt me dit que c'est un format qu'on va essayer de relancer. Donc pour le stock picking, n'hésitez pas à aller voir Nico Chéron, Tino, David Renan sur les small et mid cap françaises, Michael Landreau qui traite aussi beaucoup ces actions-là et qui sont des amis. On a hâte de te voir avec Legend en tournée, nous dit Louis sur LinkedIn. Et oui, moi aussi, je serai en tournée en octobre et en novembre prochain. Vous avez toutes les dates sur mon Instagram. On va faire une tournée des Zéniths avec les équipes de Légende, avec Guillaume Play, avec Philippe Boxo. On aura Astronophilos aussi, le spécialiste de physique stellaire. On a une sexologue formidable. On a Julien qui est pilote d'hélicoptère Tigre dans l'armée. Voilà, plein et d'autres surprises aussi, des artistes, des chanteurs, des chanteuses, des humoristes. Donc voilà, Legend Tour by Trade Republic. N'hésitez pas à prendre vos places. Je compte sur vous. Trump négocie mais devient fou. J'aime bien cette idée. C'est pas exclu que tu aies raison, crypto vulgarisateur sur YouTube. Trump est très fort et stratégique. Il négocie for sure. Donc vous pensez quand même globalement qu'il négocie. Quand je regarde l'ensemble des commentaires, il faudrait voir s'il n'est pas possible. On va demander à mon équipe, tiens, à Solal ou à Lisa et Arthur, de me dire s'il est possible de faire des sondages en direct où les gens pourraient voir les résultats de leur vote à l'écran pendant les lives. Ça serait sympa. Est-ce que tu penses que la hausse des marchés ne serait pas simplement due à l'augmentation de la masse monétaire mondiale ? Alors, question de Zelmano sur YouTube. Donc, il est évident que depuis la crise des subprimes dans les années 2000 et depuis la crise des dettes souveraines dans les années 2010, les banques centrales du monde entier ont créé beaucoup de monnaie. Il y a eu une grosse création monétaire, beaucoup d'argent créé, et que forcément, ça a contribué, cet afflux de liquidités, à soutenir les marchés. Et pour savoir si les gens investissent dans les marchés parce qu'ils ne savent plus quoi foutre de leur argent, grosso modo, ce qui pourrait emmener les marchés à avoir une valorisation qui serait fausse, eh bien, on peut regarder, par exemple, les multiples, ce qu'on appelle les multiples de valorisation des entreprises. Est-ce que les entreprises, aujourd'hui, on les paye plus cher, moins cher qu'avant ? Actuellement, c'est un peu cher, mais pas du tout partout. En Europe, c'est pas cher. Donc, il est évident que l'afflux de liquidités énorme de la création monétaire a contribué à la hausse des marchés, forcément un peu. Est-ce que ça a été le driver principal ? Je force est de constater que ces 2 dernières années, avec des marchés qui montent bien, 3 dernières même, qui montent bien, c'est aussi parce que les résultats des entreprises progressent. Donc, c'est pas complètement décorrélé. Donc, non, on peut pas dire que c'est uniquement lié à ça. Trump négocie, on est d'accord. Mathias, pourrais-tu nous donner des conseils de lecture en dehors de tes livres pour approfondir notre éducation financière ? J'en ai déjà parlé souvent, hein, ça. Déjà, Le Prince des ETF, Grégory Guillemin, Mathieu Louvet, c'est pas mal. Alors, Davos, on en a parlé. Les différents ETF, on en a parlé. Que deviendraient les ETF émergents ou Asie si la Chine envahissait Taïwan ? C'est une bonne question et je pense que personne malheureusement n'a la réponse à cette question. Je ne peux m'empêcher de penser que si la Chine envahit Taïwan, elle le ferait à un moment où ça ne serait pas trop dramatique et où elle se sentirait la légitimité et la force de le faire. Donc évidemment, ça serait déstabilisant pour des entreprises taïwanaises, entre autres. Je pense à TSMC, évidemment, le géant des semi-conducteurs. Non, Dorian, la fin du Payment for Order Flow fin juin 2026 en Allemagne n'est pas un problème pour Trade Republic. J'ai déjà eu l'occasion d'y répondre. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites avec Axel Paris sur les sources de revenus de Trade Republic, avec Nicolas Chéron l'an dernier aussi et cette année. J'ai répondu à de nombreuses reprises. Ça n'est pas un problème pour nous du tout. Et oui, je serais très heureux, Fred, d'échanger un jour avec Charles Gave dans une émission, peut-être même qu'on y travaille.
Ça serait bien. Et l'IPO de SpaceX, ça va être colossal. Attention aux IPO de manière générale. Initial Public Offering, IPO. Voilà. Et une IPO, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise qui était privée, c'est-à-dire qui appartenait à des actionnaires, devient cotée en bourse. C'est son introduction en bourse, son admission à la cote, comme on dit. Et SpaceX devrait être la plus grosse IPO de l'histoire. Logiquement, plusieurs centaines de milliards de dollars de valorisation pour cette entreprise. Donc, moi, les IPO, les introductions en bourse, il y en a qui peuvent être évidemment intéressantes. Mais je dis toujours la même chose aux particuliers. Faites attention aux 2-3 premiers jours de cotation de l'action. Vous allez voir, souvent il y a une forte hausse et puis ça baisse tout de suite d'un coup. Donc voilà. Oui, le silver peut encore augmenter, l'argent peut encore augmenter, ça c'est clair. Allez, on va peut-être passer quand même maintenant au sujet de la semaine, qui était la question du budget. Je voulais quand même faire un point là-dessus. Ça me tient beaucoup à cœur, parce que c'est juste un scandale, tout simplement. Donc, je vais commencer par rapidement la citation de la semaine que j'ai empruntée à Olivier Babot, qui est un économiste et qui est par ailleurs le fondateur de l'Institut Sapiens, qui est un club de réflexion intéressant, qui publie des notes, ce qu'on appelle un think tank en bon français. Et il a publié une tribune sur Le Figaro cette semaine, et il a assez bien résumé ma pensée, donc je vais vous en lire un court extrait, c'est la citation de la semaine, et je vais essayer de vous faire ça tous les dimanches désormais. Olivier Babot dans Le Figaro nous dit « Difficile de se réjouir de l'adoption de ce budget, même s'il a été adouci et considérablement rectifié par le 49.3, qui en a supprimé les plus énormes bêtises, c'est vrai. Ce budget représente la somme de tous nos renoncements politiques et de tous nos dénis économiques. Ça, c'est très très important. On n'ose plus afficher aucune vision pour la France, que périsse l'avenir, pourvu que les choix passés soient préservés en apparence. On confond prudence et conservation, comme si préserver un système sans cesse plus déficitaire pouvait tenir lieu de stratégie. Dans un monde devenu plus compétitif, plus technologique et plus hostile, la France persiste à financer son confort plutôt que sa puissance. Et ça, c'est un bon résumé, je crois, de ce budget 2026 qui a finalement été adopté. C'est juste une catastrophe économique pour notre pays à bien des égards. Donc, 75% des Français interrogés par Ipsos de mémoire disent que c'est un mauvais budget. Donc l'immense majorité des Français, les 3/4 des Français, pensent que c'est un mauvais budget, voilà, tout simplement. Il n'y a que les soutiens du parti présidentiel Renaissance qui trouvent à 60% que c'est un bon budget. Donc à peu près tout le monde critique ce budget. Dans ce budget, il y a des gestes symboliques qui ont été perçus comme des victoires pour la gauche, à savoir la hausse de la prime d'activité. J'aurais préféré évidemment qu'on réduise l'écart entre le brut et le net. C'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire en France pour relancer la consommation et le pouvoir d'achat, mais ça, on n'y touche pas évidemment. Les repas à 1 euro pour les étudiants dans les crous, donc ça, c'est accompagner la misère. C'est littéralement accompagner l'appauvrissement des gens en France, quoi. Donc je ne peux pas me résoudre à ce qu'on soit très heureux qu'on donne des repas à 1 euro à des étudiants qui n'ont plus un rond. Je préférerais qu'ils puissent gagner plus d'argent et qu'ils puissent mieux vivre tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire rapidement du budget ? Donc c'est un budget qui sacrifie l'avenir, ça c'est parfaitement clair et je suis totalement d'accord avec Olivier Babot de l'Institut Sapiens là-dessus. Ça sacrifie l'avenir, ça c'est clair, pour maintenir un système tel qu'il est actuellement qui ne marche plus. Donc on a des dépenses sociales qui vont être à 32% du PIB en 2026. C'est le record absolu de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement. Donc c'est l'immense majorité des pays développés du monde. On est à 20% en moyenne de dépenses sociales par rapport au PIB, c'est-à-dire par rapport à la richesse créée. En France, on est à 32%. Ça veut dire qu'on n'investit pas. Ça veut dire qu'on ne développe pas nos infrastructures. On est en train de maintenir le cœur d'un modèle qui est en train de s'effondrer, qui est celui des retraites. Donc,
c'est pas pour être monomaniaque, c'est parce que c'est la réalité. Tant qu'on ne réformera pas le système de retraite en France, on n'arrivera pas à relancer l'économie. Je rappelle qu'en 2025, on a un record historique de faillite d'entreprises. D'accord ? Donc, qui est protégé par ce budget ? Les retraites. Les retraites sont protégées. Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'on va augmenter les impôts pour les Françaises et les Français qui épargnent par eux-mêmes pour leur retraite, entre autres via le PEA, entre autres via le compte titre ou via le PER, le plan épargne retraite. Donc on finance des retraites actuelles et on taxe davantage ceux qui essayent d'en faire pour l'avenir. C'est une catastrophe. Ce budget 2026, c'est une hausse des dépenses publiques de 40 milliards d'euros en 2026 en valeur. On est surendetté, on continue de faire n'importe quoi. Il y aura 13 milliards d'impôts en plus en 2026. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire la richesse créée par la France qui part à l'État en impôts, passe de 43,6 à 43,9% du PIB. La hausse des impôts ne va servir qu'à couvrir la forte hausse du prix de la dette. C'est-à-dire on rembourse de plus en plus de dettes à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Donc évidemment, ça nous coûte de plus en plus cher. Et donc, voilà, on a des entreprises qui sont massacrées d'impôts, encore une hausse de l'impôt sur les sociétés pour les 300 plus grandes entreprises françaises. Donc, c'est évidemment une catastrophe. Et on ne baisse toujours pas les impôts de production en France. Donc, je vous rappelle, hein, ça, c'est aussi unique en France. C'est complètement dingue, c'est unique au monde. C'est la CVAE, c'est-à-dire qu'on taxe la production, même si elle n'est pas rentable. Donc voilà, c'est un impôt de production, c'est n'importe quoi. Donc les entreprises devaient voir 1,3 milliard d'euros en moins dans les caisses de l'État. Finalement non. Donc c'est exactement l'inverse de ce que fait un pays qui voudrait se réindustrialiser, hein, bien sûr. Je vous rappelle qu'en France, l'impôt sur les sociétés, c'est 63,5 milliards d'euros, auquel il faut ajouter 130 milliards d'euros d'impôts de production. Donc c'est un budget qui n'investit pas dans l'avenir, qui maintient le système de retraite en l'état, alors même qu'il est catastrophique, qu'il est en train de nous couler littéralement. Hein. Je rappelle que le système de retraite actuel, c'est 500 milliards de dettes. Et en 15 ans, pour payer les retraites, c'est même pas pour investir, pour transformer le système. Donc, est-ce que réformer le système de retraite, ça veut forcément dire avoir des retraités plus vieux et avec moins de retraite ? Non. Non. Si on change de système, on peut l'hybrider avec un peu de capitalisation et on peut petit à petit augmenter le rendement du système de retraite qui aujourd'hui détruit de la valeur. Voilà. Donc on a, pour récapituler, un mauvais budget où les entreprises sont massacrées d'impôts, où la dépense publique augmente, où les hausses d'impôts vont servir en fait juste à couvrir la hausse des intérêts supplémentaires qu'on doit payer sur notre dette. Et on n'a aucune réforme, hein, ni de l'État, on a très très peu de baisse de dépenses. Et voilà ce qu'on peut dire du budget de la France, quoi. C'est vraiment dramatique. Du côté des ménages, rapidement, donc évidemment, on nous dit partout qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, c'est faux. Il y a une hausse de la CSG qui va toucher d'un côté toutes celles et ceux qui épargnent et qui investissent. Et je rappelle à nos politiques, s'il y en a qui nous écoutent, que c'est des millions de personnes qui épargnent et qui investissent pour leur retraite, pour leurs vieux jours, pour leur propre sécurité et celle de leur foyer et de leur famille. Et vous augmentez les taxes qui pèsent sur eux. Vous avez augmenté la CSG de 1,4 points. Donc oui, il y a une hausse sur les foyers, sur les ménages. Et comme en France, depuis quelques années, il y a plus d'1 million de jeunes de la classe moyenne, des catégories populaires qui ont commencé à épargner, à investir, et eux aussi, ils vont être touchés. Deuxième victime de la hausse de la CSG, évidemment tous les dirigeants de petites entreprises qui se payent en dividendes. Ils vont payer 1,4% d'impôt en plus, ce qui est considérable. Voilà. Donc c'est évidemment une très mauvaise nouvelle. On a perdu 800 millionnaires en France en 2025 et ça va continuer en 2026 puisqu'on continue à surtaxer les hauts revenus. Et la taxe sur les holdings qui devait tout régler ne rapportera que 100 millions au lieu d'1 milliard. Voilà. On peut noter ce qui est peut-être une bonne nouvelle, mais vous allez me le dire dans le chat, c'est évidemment le nouveau statut du bailleur privé pour les propriétaires, même si je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment changer quelque chose à l'énorme crise des logements qu'on traverse dans notre pays.
Voilà ce que je voulais vous dire sur le budget de la France. Il n'y a absolument aucun investissement pour la jeunesse, hein. Je vous rappelle que l'apprentissage, qui est de manière évidente une super voie pour trouver un boulot et s'insérer dans la vie professionnelle, eh bien, il va être très fortement impacté par ce budget, donc moins d'aide à l'apprentissage. Il y a une baisse de 17,5% des budgets dédiés au sport et à la jeunesse. Ils veulent soi-disant recruter des professeurs stagiaires, mais ils prévoient 19 000 euros par prof et par an, ce qui est évidemment très très faible. Mais en revanche, bien sûr, eh bien, les retraités sont protégés. Donc moi, j'ai absolument rien contre les retraités. Simplement, on ne devrait pas créer cette crise générationnelle dans notre pays en privilégiant les retraités actuels qui, je le rappelle, n'ont cotisé que 2 tiers de la retraite qu'ils reçoivent. Voilà. Donc il ne faut pas en vouloir aux retraités, mais par contre, on peut en vouloir à nos dirigeants qui nous maintiennent dans ce système qui ne marche plus, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, je voulais faire ce petit coup de gueule de fin de semaine. Je vous ai donné plein de bonnes nouvelles aussi, mais sur le budget, franchement, là, je suis obligé de dire que c'est un budget qui, sacrifie l'avenir. Voilà, ça sacrifie l'avenir. On arrête d'investir, on réforme pas les retraites, on arrête de soutenir l'apprentissage. C'est vraiment voilà, une catastrophe, quoi, tout simplement, au niveau de l'avenir à long terme. On continue à sacrifier les finances publiques françaises, hein. Donc il y a un moment donné où le cirque va s'arrêter, hein. Quand on augmente les dépenses publiques, comme on le fait encore là, quand on continue d'augmenter les impôts, alors même que fin 2025, le pouvoir d'achat des gens a baissé à cause de l'augmentation des charges et des impôts, il y a un moment donné où ça s'arrête. Soit c'est le peuple qui s'énerve trop fort et ça passe plus, soit c'est les institutions internationales qui nous forcent à changer pour arrêter de dépenser l'argent des autres, pour arrêter de s'endetter, pour arrêter de sacrifier notre avenir. Donc les finances publiques, c'est évidemment une catastrophe. Les entreprises en France, évidemment, elles aussi, vont subir ce budget de plein fouet. Donc c'est un budget qui n'est ni fait ni à faire et dont je rappelle qu'il a été voté, qu'il a été mis en place uniquement parce que quelques députés ne veulent pas aller aux élections législatives parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Voilà, ça c'est la réalité. Et c'est pas moi qui le dis en termes de... Je suis très très loin d'être un complotiste. C'est la réalité de ce qu'on m'a dit à moi. Voilà. Donc c'est ce que les politiques disent quand les caméras sont éteintes. Et donc c'est évidemment une catastrophe. Et on peut espérer que la relance allemande, la relance italienne, le succès économique espagnol et portugais nous amène petit à petit à avancer. Mais le fait que 75% des Françaises et des Français considèrent que c'est un mauvais budget me donne beaucoup d'espoir. Voilà ce que je pouvais vous dire. En Irlande, oui, ils baissent les impôts, c'est vrai. Au Portugal, ils font plein de trucs bien pour les gens aussi. Et bien sûr, ils préservent leur capital électoral, comme nous le dit Titoff, puisque ce sont les retraités qui votent, évidemment. Voilà. Alors, oui, ouvrir un PEA quand on n'en a pas, c'est toujours une bonne idée, Clem. Ça, c'est sûr. Mathias, président, ouais. On va déjà essayer de vous aider à faire de l'éducation financière. On verra pour la suite. Non, la CSG n'impacte pas les salaires, hein. La hausse de la CSG, c'est une hausse de la CSG uniquement pour ceux qui épargnent et qui investissent. Si les politiques voulaient s'assurer que les futurs retraités sont tous pauvres, ils ne feraient pas autrement. Voilà. Bon, l'or et l'argent progressent, oui, et tant que Donald Trump inquiétera le monde et que le dollar sera moins une réserve de valeur qu'avant, on peut penser que... ouais, non, c'est pas complotiste de dire que leur budget est nul, non, c'est sûr. Oui, l'or et l'argent, on peut penser que ça va continuer à augmenter, même si là, c'est vrai que je dois dire, moi-même, je suis très surpris par la performance de ces deux actifs. C'est une mauvaise nouvelle quand l'or et l'argent augmentent. Donc, soit il y a quelque chose dans le système économique qu'on n'a pas encore vu, soit il y a simplement énormément de liquidités. On en a parlé déjà dans ce live. Et on a besoin, entre guillemets, que ces liquidités se déploient quelque part. Et donc, comme on ne peut plus le mettre dans du dollar parce qu'on a peur que Donald Trump fasse n'importe quoi avec le dollar, et ben on le met
dans l'or et l'argent actuellement. Voilà. On me pose la question sur la stratégie d'investissement all-weather, donc tout temps, de Ray Diallo. Que ce soit le portefeuille forteresse de Tino, la stratégie all-weather de Ray Diallo, le portefeuille résilient de Charles Gave, j'observe que c'est systématiquement des choses qui sont diversifiées et des choses qui s'intègrent dans des thématiques de très long terme. Donc, je ne veux pas vous dire que c'est ce portefeuille-là, le portefeuille tout temps all-weather de Ray Diallo qui est le seul, le meilleur, etc. En revanche, je vous encourage à vous intéresser effectivement aux portefeuilles les plus résilients statistiquement à long terme. C'est-à-dire les portefeuilles où vous n'allez peut-être pas cette année faire le meilleur carton, mais vous allez réussir à quand même bien faire tourner le rendement quoi, de votre épargne et de vos investissements. Donc formez-vous à ça. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Et nous, on soutient le portefeuille forteresse de Tino parce qu'on est partenaire tout simplement avec Trade Republic et qui m'intéresse beaucoup de cette approche. Voilà. Est-ce qu'on doit vraiment craindre la crise de la dette en France en sachant que l'épargne des particuliers représente 9 000 milliards? Alors c'est 6 000 milliards de mémoire d'épargne des gens en France, pas 9 000. Et c'est ce qui explique que la dette française soit de si mauvaise qualité, mais pour autant pas encore trop chère. Ça explique aussi que les grands investisseurs comme BlackRock, on a gardé de la France dans les comptes de BlackRock malgré notre dégradation l'autre fois. Donc, c'est parce qu'on a effectivement beaucoup d'épargne. C'est une forme de bouée de sauvetage. Hein. Il faut imaginer que si l'État doit prendre dans l'épargne des gens pour rembourser les dettes de l'État, je vous laisse imaginer si du jour au lendemain vous vous apercevez que votre assurance vie a été vidée, ça fait drôle. Donc en l'état actuel des lois, c'est pas possible. Mais il est évident que si un jour on en arrivait là, je suis pas certain qu'on serait content que la crise de la dette de la France a été résolue par le fait que l'épargne soit captée par la puissance publique, quoi. Est-ce qu'il y a un risque de retour Donc, pour répondre à ta question, Paul, oui, il faut craindre une crise de la dette en France. Oui, il faut la craindre. C'est pas parce qu'on a ce coussin de sécurité de l'épargne des particuliers qu'il faut pas craindre le fait qu'on en arrive là. Donc oui, il faut craindre la crise de la dette en France. C'est déjà une catastrophe. Je vous rappelle que c'est le budget de l'éducation nationale qui part en intérêt de la dette chaque année, quoi. Donc non, c'est déjà une catastrophe qu'il faut absolument combattre. Est-ce qu'il y a un risque de retour de bâton sur l'or et l'argent? Alors, est-ce qu'après avoir fait des 50% de hausse, ça peut rebaisser? Oui, comme tout à peu près. Puisqu'il y a un moment donné où ceux qui ont acheté de l'or et qui ont fait des performances de dingue vont vouloir vendre pour matérialiser ces gains. Donc oui, il y a un risque de retour de bâton, évidemment, n'importe quand sur l'or et l'argent, parce que après une telle hausse, ça peut à un moment donné baisser. Alors... avec la loi sur le budget passé en force, quel va être l'impact sur les contrats d'assurance vie? Eh bien, pas d'impact sur l'assurance vie à ce stade qui est préservé, protégé à fond. Comment on achète de l'or sur Trade Republic? Eh bien, on achète un ETF, enfin c'est pas un ETF en l'occurrence, c'est un ETN je crois, ou un ETC, mais c'est pareil. Voilà, vous tapez gold ou or dans la barre de recherche et vous allez le trouver, ou ETF matières premières, et je suis sûr que dans le chat il y aura quelqu'un, Ryan, pour te donner le code ISIN des ETF sur l'or qui sont disponibles chez Trade Republic. Comment expliques-tu que les entreprises françaises vont bien alors que l'économie va mal? Alors l'économie va pas mal. L'économie en Europe et aux États-Unis va plutôt correctement. On n'est pas dans une période de contraction, de récession, de crise. Ce qui va mal, en revanche, c'est les finances publiques en France. Ce qui va mal, c'est les impôts, la liberté, voilà, tout ça. Mais l'économie en elle-même, elle va à peu près bien. Elle pourrait aller beaucoup mieux si le pays était mieux géré. Mais voilà. Et les entreprises françaises, si on prend par exemple le CAC 40, alors je rappelle, les entreprises françaises ne vont pas bien. C'est-à-dire que 2025, c'est l'année de l'histoire depuis des décennies où il y a le plus de faillites d'entreprises. Donc on ne peut pas dire que les entreprises françaises vont bien, elles ne vont pas bien. En revanche, le CAC 40, lui, c'est-à-dire les 40 plus grosses boîtes qui fait 85% de son chiffre d'affaires en dehors de l'Europe, ça marche bien parce que le monde entier, globalement, a de la croissance, quoi. Donc, voilà, l'économie va plutôt bien, les entreprises, elles vont pas bien.
Et c'est quelque chose qu'il faut améliorer, sauf évidemment les entreprises très mondialisées. Quel impact aurait le conflit en Iran avec les USA ? Eh bien, sans doute un impact sur le pétrole, mais comme il y a le Venezuela désormais qui est disponible, voilà. Donc, je ne vois pas d'impact particulier sur l'économie mondiale d'un éventuel conflit avec l'Iran. Question de Fab sur YouTube qui me demande quelle innovation te rend... Alors, je vois des messages depuis tout à l'heure, là. Alors... Est-ce que vous me voyez, là ? J'ai un doute. ASML, ouais, on va en parler, Stever. Ok. Bon, j'ai raté un truc tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Ah, on me dit dans l'oreillette que la semaine prochaine, je pourrais vous poser des questions en direct sur le live YouTube. On va voir si ça marche. Le portefeuille, on en a parlé. La masse monétaire, on en a parlé. Ok. Alors... On parle de l'Europe, des USA et de l'Asie, mais moins de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est-elle quasiment absente des portefeuilles d'investissement alors qu'elle concentre la croissance future, nous demande Lise Dupéra. C'est une très bonne question parce qu'effectivement le potentiel de croissance est considérable dans comment on appelle ça, l'économie mondiale, quoi. On est sur un énorme potentiel en Afrique, ça c'est clair, mais il y a très peu d'entreprises cotées en Afrique, tout simplement. Et donc, comme il n'y a pas d'entreprise cotée en bourse, il n'y en a pas beaucoup, eh bien, on est dans une situation où il n'y a pas beaucoup de possibilités, en fait, tout simplement, d'investir en Afrique. Donc, c'est pour ça, mais il existe des ETF sur l'Afrique, bien sûr. Ça, vous les retrouvez. Ouais. Donc, il est possible d'investir en Afrique, mais la taille du marché coté là-bas est tellement petit que c'est très difficile. Quel meilleur placement pour des enfants ? Eh bien, s'ils ont du temps devant eux, c'est l'occasion de diversifier énormément. C'est l'occasion d'investir à long terme aussi via des actions, des choses très diversifiées. Donc, n'hésitez pas. Et pour les enfants, évidemment. Ce qui m'amène à la question de tout à l'heure à laquelle j'ai pas répondu. Quelle est l'innovation que vous avez sortie chez Trade Republic qui t'a rendu le plus fier ? Pour moi, c'est le plan épargne enfant. Voilà, le plan épargne enfant qu'on a fait chez Trade Republic. Je sais bien qu'on peut faire une donation de compte titre, j'en ai déjà parlé dans ce live, mais je trouve que le plan épargne enfant permet aussi d'échanger avec ses enfants là-dessus et d'investir pour eux. Donc voilà, il y a les donations de compte titre aussi, c'est très bien. Mon avis sur l'Amérique latine, eh bien que c'est une zone économique de développement intéressant et que ça dépend beaucoup des États-Unis, qu'il y a eu des très très belles perfs, entre autres du Brésil en bourse, que ça, il faut l'intégrer dans une diversification. Voilà, ça c'est clair et net. Ok, bon, alors, quelques questions encore. Le marché indien qui avait bien performé en 2024, je ne sais pas, il faut que je me renseigne. J'ai pas analysé le marché indien pour 2026, mais c'est une bonne question parce que c'est un élément de diversification intéressant. Ma prime rénov à la casse. Oui, c'est vrai que dans le budget, la prime rénov est recentrée sur les DPE de EAG de mémoire. Et le plafond des aides énergétiques baisse aussi. Mais de manière générale, tous les dispositifs utiles, tout ce qui soutient, peut disparaître, quoi. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, quand on a 70 milliards de remboursement de la dette annuelle, d'intérêt juste, hein, évidemment, c'est une catastrophe. Donc, voilà.
Là, non, les aides et que ma prime rénov soit un peu maintenue, c'est quand même pas mal encore. Mais il faut s'attendre, enfin, en gros, pour simplifier, tant qu'on ne fera pas une réforme très profonde du système de retraite en France et de notre dépense publique, tant qu'on n'aura pas fait la réforme de l'État, eh bien, on ne pourra pas investir dans des trucs de ce truc-là, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, oui, Atomic Pool 237, on y travaille. Cette semaine, c'est le retour, oui, je vois pas mal de questions là-dessus dans le chat, c'est le retour des résultats d'entreprise et on va terminer là-dessus. Donc, petite calendrier pour la semaine prochaine, oui, d'ailleurs, il est 19h10 déjà. On a beaucoup de résultats d'entreprise. On va avoir aussi des statistiques économiques, mais pas dingue. On a aussi l'inflation américaine aussi, toujours les chiffres du chômage et bien sûr la semaine prochaine. Donc, les news de la semaine prochaine à suivre. Je vous en parlerai dans le point hebdo demain, bien sûr. Mais il y a la Fed, puisque la Banque centrale américaine se rassemble. Donc, je vous rappelle que le gouverneur de la Banque centrale, qui est mis en examen pour des histoires de travaux dans le centre de la Fed, donc le bâtiment historique de la Fed, qui est sous pression de manière très forte, va faire une conférence de presse. Donc, évidemment, ça va être très suivi. Ça, c'est mercredi de mémoire. Oui, la Fed, c'est mercredi. Et sinon, beaucoup de résultats d'entreprise. Donc, mardi, on a LVMH, Boeing et General Motors. Mercredi, on a Microsoft, Meta, Tesla, IBM, Starbucks et ASML. ASML, je vous rappelle, c'est ceux qui fabriquent les machines qui permettent d'imprimer les puces IA. C'est une société européenne, donc ASML, mercredi. Jeudi, on aura SAP, les Allemands, Roche, le labo pharmaceutique suisse, Sanofi, ST Micro en France, Apple aux US et Visa, et Samsung. Et vendredi, on a Chevron et ExxonMobil dans l'industrie pétrolière aux États-Unis, évidemment intéressant avec ce qui se passe actuellement au Venezuela. La Fed, donc mercredi, et mardi, le deal entre l'Inde et l'Union européenne. Et ça, c'est évidemment la semaine prochaine, sans savoir ce que Donald Trump nous réserve, puisque force est de constater qu'entre Taco et Fafo, l'actualité est quand même très souvent prise par Donald Trump. Donc LVMH, Boeing, General Motors mardi, Microsoft, Meta, Tesla, IBM, Starbucks, ASML mercredi. On a SAP, Roche, Sanofi, ST Micro, Apple et Visa et Samsung jeudi et Chevron, ExxonMobil vendredi. Voilà. Le deal 1 du E et la Fed. Voilà les actus que je vais suivre la semaine prochaine. Le post qui a le mieux marché ces derniers jours de mon côté, c'était le post sur le MAC, le mécanisme anti-coercition. Et je suis très curieux de savoir si vous pensez qu'un jour on l'activera, même si là, a priori, on n'en aura pas besoin. La semaine d'avant, c'était mon post issu d'un article de Zone Bourse sur le Venezuela et sur la réalité de l'action américaine qui a pour objectif principal de préserver le dollar comme actif de réserve et comme la monnaie dans laquelle le pétrole s'échange dans le monde. Et cette semaine, on verra bien ce que je vais réussir à vous sortir. Voilà, c'était le point final du drama budgétaire 2026. Dans notre pays, un budget qui favorise le passé, un budget qui favorise l'État au détriment des entreprises, un budget qui taxe davantage celles et ceux qui se prennent en main, comme vous toutes et tous dans ce live, et un budget qui ne permet pas tout simplement de se projeter vers l'avenir où les impôts augmentent. Le pouvoir d'achat, on voit mal comment il pourrait augmenter cette année. Dans de telles conditions, les entreprises sont taxées davantage. Et voilà, donc pour garder leur poste, il faudra s'en rappeler. Voilà ce qu'ont fait nos députés en 2026, ou en tout cas certains d'entre eux. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce live. Et je vous embrasse. Et surtout, si vous avez des questions sur le service client de Trade Republic, j'y ai déjà répondu dans le live précédent et dans celui d'avant, et vous pouvez me joindre en MP sur Instagram idéalement. Et très heureux, Thibaut, de voir que tu sois en train de dévorer mon livre. On ouvre les yeux à plein de gens. Eh bien, Thibaut Payet, si tu as aimé le live de ce soir et que le livre te plaît, eh ben, parle-en autour de toi. Faites passer. C'est la blockchain humaine de l'éducation financière. Oui, j'ai une dernière annonce à faire dans ce live avant de vous laisser. C'est le fait que je fais ma première collaboration commerciale sur les réseaux sociaux et je suis très fier de vous annoncer que mercredi, on va faire un live mercredi soir depuis Annecy avec Galéon, qui est une entreprise vraiment utile, je trouve. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce
toute première collaboration avec eux. C'est des médecins qui font les dossiers médicaux digitalisés, qui font du traitement de la data médicale dans les hôpitaux, dans les CHU. C'est très, très, très important ce qu'ils sont en train de faire pour la santé publique. Et ils sont très peu soutenus. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi à 19h pour un live avec Galéon consacré au système de santé français. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le budget pour le système de santé? Pourquoi le système de santé va mal? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Et ben, tout ça, on en parle mercredi soir dans un live spécial avec Galéon depuis Annecy. Et d'ici là, je vous encourage évidemment à aller voir l'épisode de Légende qui est sorti avec Galéon il y a quelques jours sur Légende Business. Allez, je vous embrasse. Prenez votre argent en main, bien sûr. Abonnez-vous. Pensez à mettre des likes. Pensez à mettre des commentaires. Ça m'aide beaucoup, évidemment. Si vous voulez que je parle d'autre chose dans mon live de dimanche prochain, dites-le moi en commentaire ici. Et n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vous embrasse. Salut. Bon dimanche soir. Prenez votre argent en main. Et malgré le budget 2026 en France, on peut se permettre d'être un peu optimiste quand même et d'y croire grâce à vous toutes et tous. La France a la chance d'avoir les Français. Allez, je vous embrasse. Bye.